sait rien. Avant, j'en sais rien. Le principal, c'est étudier la Torah, et voilà. Et c'est la Torah, finalement, tu vois, qui transforme, c'est tout, tu vois. Le principal, c'est la colle. C'est la leçon de toute la chose, c'est ça, hein, c'est que, comme je l'ai dit, le principal, ce qu'il faut garder, c'est ça, c'est que la Torah se transforme et il faut suivre cette transformation jusqu'à ce qu'on monte, et puis voilà. D'accord. Ouais, on est tous des juifs, et Shalom Alisraël. Non, mais Shalom Alisraël. Et qu'il faut avoir la Himouna que le Mashiach va venir quand même. Tu vois, qu'on attend ou n'attende pas ça, c'est discutable, mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est cette question-là qui m'a quand même excité. C'est pas les Chassidim qui ont inventé le Mashiach. Le Mashiach, c'est dans la Torah, c'est dans la Gemara, c'est ce qui va émaner. Maintenant, peut-être que les Chassidim, ils ont inventé l'idée de l'attendre. Voilà. Ouais, j'arrête ici. Hein. En tous les cas, en tous les cas, on est page Kaf Aleph Hamoud Aleph et on est voilà 21e ligne. On est vraiment au milieu des petites lignes, au milieu des petites lignes de la Gemara. Dernier mot, il y a une ligne qui se termine avec le mot Ba'a, Bet Aïn Aleph. Et voilà. Et je ne sais pas comment le décrire autrement. Tu vois. Ouais, voilà. Donc, c'est moi. Alors, j'y vais. Alors, Ba'a Mine Ravuna Bachinena Merav Shechet. Donc, on va entrer dans un nouveau sujet, mais encore évidemment dans les mêmes sujets, mais c'est dans les mêmes parachas. Tu vois que la raison pour laquelle la Gemara rentre ici, je vais simplement expliquer pourquoi la Gemara rentre ici sur ces sujets-là, alors qu'a priori, c'est le traité des mariages, qui a priori n'a rien à voir. Et c'est parce que, en fait, justement, comme il n'y a pas de Talmud de Babylone, ça, en fait, si tu veux, c'est des lois qui devraient être dans le traité de Zraïm. Ça veut dire ce qui est à faire avec les semailles. Et en fait, tu vois, donc comme il n'y a pas de Talmud de Babylone sur le traité des semailles, donc en fait, la Gemara, à chaque fois qu'elle a une occasion, elle va mettre toutes les lois, tous ces trucs-là, tu vois, qui n'existaient plus à leur époque, mais qui sont liés avec la terre d'Israël. Comme elle est obligée de les mettre dans des traités, donc là, comme la Gemara, elle en a parlé un petit peu avec l'esclave juif, elle trouve, comme s'il y a des points communs avec l'histoire, d'abord dans la paracha de la Torah, à la fin du livre de Vayikra, ça se retrouve ensemble, tu vois. Et en plus, qu'il y a toujours l'histoire du rachat et compagnie, que l'esclave, il peut se racheter, on peut racheter les terrains. Donc, c'est pour ça qu'elle ramène tous les terrains, tout ça à la faute ici, etc. D'accord? Bref, je ferme la parenthèse parce que tu vois, pour dire pourquoi tu vois, l'agma fait tout. Alors, Baal Miner, Ravuna, Bachine, c'est pour ça que si tu regardes dans le Talmud de Jérusalem, par exemple, dans Kiddushin, il n'y a pas tous ces passages-là parce qu'ils sont à leur place dans Zeraïm. Tu vois? Bref, tu vois, alors, Baal Miner, Ravuna, Bachina, Merav Shechet. Donc, Ravuna, le fils d'Archina, il a demandé à Shechet, à Mocher Baït, donc quelqu'un qui vend une maison, mais Baté à Rechoma, donc dans une ville entourée de murailles, mais Baté à Rechoma, dans les maisons entourées des villes entourées de murailles. Nigal Akrovim ou En Nigal Akrovim. Donc ça, c'est le doute. Est-ce que ça peut être libéré par les proches ou ça ne peut pas être libéré par les proches? D'accord? Ouais. Ça veut dire parce que la mitzvah de libérer par les proches, si on veut, là où est-ce qu'elle est explicite dans l'esclave. Déjà l'esclave, voilà, il y a une mitzvah pour ses proches de les libérer, etc. Maintenant, tout savoir, est-ce que on a vu aussi on voit aussi même dans le cas d'un champ qui a été vendu, un champ en héritage, aussi quelqu'un qui est de la famille de qui ça appartenait, aussi il peut libérer le champ, tu vois. Donc on le retrouve et dans l'esclave et dans le champ qui a été reçu en héritage. Mais une maison qui est dans une ville entourée de murailles, a priori, elle n'est pas dans cette. Donc la question est de savoir est-ce qu'il y aurait la même mitzvah. Est-ce que on a vu donc quand il vend sa maison dans une ville entourée de murailles, il a 1 an pour la racheter. Donc la question est de savoir est-ce qu'un proche il pourrait la racheter pour lui si jamais lui il ne peut pas la racheter. D'accord? Alors donc est-ce que ça peut être libéré par les proches ou pas? Quel est le doute? Encore une fois, donc c'est Geulato, Misder, Arkusa, Gamar. Peut-être donc il y aura une Zerachava qu'on avait déjà vu, puisqu'à chaque fois il y a marqué le mot, il a trouvé de quoi la libérer, Geulato. Donc ça serait une Zerachava, Geulato, Misder, Arkusa, Gamar. On ferait une déduction du mot de Geulato. Et ce serait quoi? Ça serait quoi? C'est Masder, Arkusa, de la même manière qu'un champ qu'on a reçu en héritage, Enan Nigelet, la Hatsaïn, elle ne peut pas être achetée à moitié. Mais malgré tout, c'est sur ça qui nous intéresse, Benigelet la Krovim, et elle peut être libérée par les proches, puisque la Torah elle a dit que quelqu'un qui est fait partie de la famille de ceux qui avaient l'héritage de cette maison, de ce champ, ils peuvent la racheter contre le gré du vendeur. Donc peut-être même cette halakha, on fait une zerachava et on appliquerait ça aussi à une ville qui était dans une ville entourée de murailles, où le vendeur il a 1 an pour la racheter, mais un proche aussi peut la racheter pour lui, à cause de la zerachava de Geulato. Donc Af Hai Nami, donc même celui-là aussi, Af M Hai, celui-là Nami aussi. En Nigala Hatsain, donc on ne peut pas le libérer à moitié. Ça, on l'avait déjà vu que selon Rabbanan, on ne peut pas libérer une maison à moitié dans une ville entourée de murailles.
Venigal Akrovim, mais ce qui nous intéresse surtout, c'est que ça peut être libéré par les proches. Venigal Akrovim, et donc c'est libéré par les proches. Ok, ou bien, donc, puisque c'est un doute, donc il faut deux côtés. Alors, ou bien, donc, quelle serait la raison qui nous pousserait à penser que quelqu'un qui a vendu sa maison dans une ville entourée de murailles, même s'il peut la racheter pendant un an, c'est lui qui doit la racheter, pas les proches. Odilma, ou bien peut-être, Kiktiva Geoula, ça veut dire que quand la Xera Shava de Geoulato, grosso modo, ça veut dire quand c'est marqué le mot Geoula, qui fait une Xera Shava entre la ville entourée de murailles, une maison dans une ville entourée de murailles et un champ en héritage, c'est Bechatsaïn ou Directive. C'est uniquement en ce qui concerne, pour faire une sorte de Xera Shava, qu'on ne peut pas en fait le racheter à moitié. Bikrovim l'octive. Mais en ce qui concerne les proches, on ne pourrait pas prendre cette Xera Shava et en fait, la halakha serait différente. Et la raison, ça serait évidemment logique, ça serait de dire voilà, quelqu'un qui a un champ en héritage, il a reçu de sa famille, donc on comprend en fait que toute la famille elle est concernée, puisque voilà, c'est un archouza, donc ok, même si c'est lui qui a reçu cette partie du champ en héritage et qu'il a vendu, le frère, qu'il a la partie adjacente et qu'on sait qu'au Yovel tout revient et tout est redistribué entre les frères. Donc voilà, donc on comprend que la Torah elle dit non seulement lui il peut racheter le champ, mais même son frère ou des trucs comme ça. Mais alors qu'une maison dans une ville entourée de murailles, ça ne fait pas partie des héritages. C'est quelque chose comme une maison que lui il a achetée, tu vois, puisque les villes entourées de murailles, elles n'étaient pas distribuées, elles appartenaient aux Lévi'im ou peu importe, elles n'étaient pas distribuées dans la partage d'Israël. Donc, on comprend qu'en fait, tu vois, le proche, il n'a rien à faire là-dedans, tu vois ce que je veux dire. C'est pas un héritage ni quoi que ce soit. Donc, on comprendrait que, voilà, c'est pour ça qu'il lui dit, si on n'a pas la Xera Shava, logiquement, on devrait dire que le proche, il ne peut pas forcer l'acheteur à lui revendre la maison, quoi. Donc, tu vois, donc, la question, si ça marche, c'est si j'avais une telle mitzvah, ça serait de la Xera Shava. Donc, c'est pour ça. Donc, il lui dit, c'est pour ça que le deuxième côté lui dit, la Xera Shava, elle est uniquement sur le fait qu'on ne peut pas la racheter à moitié, mais pas sur le fait que ça puisse être racheté par les proches. Et donc, la conclusion, il lui répond en disant, à Marley, il lui a répondu le Rav, donc qu'on a posé la question c'était Rav Shechet, je crois. Alors Shechet, il lui répond à Marley, et non égal. Donc non, il dit négatif. Lui, il pense qu'il n'y a pas de Xera Shava sur ça, et que donc on ne peut pas libérer en fait. Si jamais quelqu'un a vendu une maison dans une ville entourée de murailles, il n'y aurait pas le droit. Les proches n'ont pas le droit de racheter la maison pour eux et de forcer l'acheteur à leur revendre la maison. C'est sûr que le vendeur, il a un an pour acheter la maison, mais c'est que lui qui peut la racheter. S'il ne la rachète pas, il n'y a pas son frère qui peut la racheter pour lui, etc. Ça serait ça la conclusion. Tu vois, avec moi, je vais poser une question sur ça, mais bon, ce que je veux dire, ce qui est étonnant dans cette Gemara, si on veut, tu vois, c'est que normalement, on a le principe que quand il y a une Xera Shava, on ne fait pas une Xera Shava à moitié. Puisque une Xera Shava, en fait, c'est quelque chose qu'on a reçu de son Rav, et que donc, normalement, c'est comme si, tu vois, ça veut dire, on avait déjà vu que si même s'il n'y a pas de logique dans la Xera Shava, en fait, on applique, tu vois, les lois qu'il y a dans un des éléments de la Xera Shava à l'autre, même s'il n'y a pas vraiment de raison derrière. Et donc, on a une règle normalement qu'on ne fait pas une Xera Shava à moitié. Donc, ce qui est difficile, c'est comment est-ce que la Gemara ici l'envisage en disant il y a une Xera Shava pour dire que je ne peux pas racheter la maison à moitié, mais il n'y a pas de Xera Shava pour dire que ça puisse être libéré par les proches. Normalement, on a le principe de Xera Shava la Hatzaïn, il n'y a pas de Xera Shava à moitié. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait Tosfot qui avait déjà posé la question dans la page précédente, qui avait ramené cette Gemara. Et tu vois, on peut le faire 2 secondes, tu vois, peut-être avant de faire Rashi, tu vois, et tu vois, ça veut dire, c'est dans la page Kafamoudbet. Tu vois, ça veut dire, si tu vois, Kafamoudbet, si vous reprenez le premier Tosfot, tu vois, il y a un Tosfot qui dit Geoulato, Gamma. Tu vois. Parce que quand on l'avait fait la première fois, je vous avais dit, bon, on va le faire, ça c'est la suite de la Gemara. Donc, tu vois, parce que, tu vois, ça veut dire, ouais. Je vous l'avais dit, quand on refera la Gemara, on verra cette preuve. Mais en tous les cas, donc, la Gemara, déjà, elle avait parlé du Shabbat de Geoulato. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, tu vois, le Tosfot, il est Kafa Moudbet, donc je lis Tosfot. Donc là-bas, Tosfot, il dit comme ça, il dit Niré le Rabbenoutam, vous l'avez? Oui. Ouais, tu vois, Niré le Rabbenoutam, ça veut dire il semble à Rabbenoutam, de là, Xera Shava Gmoraï, que ce n'est pas une Xera Shava. C'est pas même quand la Gemara elle pensait que il y aurait une Xera Shava de Geoulato entre le champ
qu'on reçoit en héritage, et par exemple les villes entourées de murailles, et une maison vendue dans une ville entourée de murailles, parce qu'il y a le mot Geulato qui est marqué dans les deux cas, et que ça semble être une Zerachava, puisque la Gemara semble dire que c'est une Zerachava. Rabbeinu Tam, il dit qu'on ne peut pas interpréter que c'est vraiment une Zerachava, et la Gilou Humilita Be'alma, que ce que la Gemara veut dire en disant Geulato, Geulato Gamar, ça ne veut pas dire en fait que c'est une Zerachava, mais ça serait un Gilou Humilita. Ça veut dire Gilou Humilita, traduction des mots, ça veut dire le dévoilement d'une chose, Be'alma uniquement. Et qu'est-ce que ça veut dire par là? Ça veut dire comme ça, c'est que des fois, tu vois, ça soit il fait ça, il va dire ça, c'est vraiment, tu vois, ça soit il dit ça parce que vraiment, il n'a pas d'autre solution, tu vois. C'est que des fois, on peut dire comme ça. Des fois, la plupart des cas, 99,99% des cas, quand la Gemara, elle va dire, voilà, elle dit Gamar, Geoul, par exemple, on va reprendre le cas d'ici, Geoulato, Geoulato, Gamar. Ça veut dire, en fait, dans un cas, il y a marqué le mot Geoulato, dans l'autre cas, il y a marqué Geoulato. Et comme ici, je ne sais pas, je vais pas revenir comme je fais ça un peu limité dans le temps, donc je ne sais pas reciter les versets, mais quand on est pour les mots, tu vois qu'en fait, tu vois, ça veut dire le mot Geoulato, il est marqué et dans les villes entourées de murailles et dans le champ qu'on a reçu en héritage. Et quand elle dit Geoulato, Geoulato, Gamar, ça veut dire on a une Zerachava de Geoulato, Geoulato et qu'on doit appliquer les lois de l'un à l'autre. D'accord? Mais quand c'est comme ça, comme je vous ai dit, on ne peut pas diviser ça en deux. On ne peut pas dire, ah, pour certaines lois, on fait la Xerashava, pour d'autres, non, puisque c'est une tradition et a priori, la Xerashava, elle nous dit qu'on doit appliquer l'un à l'autre. Ça s'appelle un Xerashava les Mersa, on ne fait pas une Xerashava à moitié. Donc, Tosfot, il dit, en fait, on peut peut-être que donc, le sens de la Gemara, quand elle parle de Geoulato, ça ne voudrait pas dire que c'est une Xerashava, mais ça serait un Gilou Imilta. Comme je vous ai dit, ça veut dire c'est l'explication, le dévoilement d'un mot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comme si, en fait, tu vois, l'idée, c'est qu'on n'a pas de Xerashava de Geoulato. Entre les deux fois, il y a marqué Geoulato ici, il y a marqué Geoulato là, il n'y a pas de Xerashava. Mais qu'est-ce qu'on fait? On dit comme ça. Le mot Geoulato, en réalité, il est marqué en trop dans les deux versets, et on ne sait pas ce qu'il veut dire, on ne sait pas la définition du mot. Et donc, on va dire comme ça, la Gemara, je voudrais dire comme ça, elle dit que du fait que le mot Geoulato, par exemple, chez nous, dans le chant qui est reçu en héritage, il dit que la famille, elle peut le libérer, puisqu'en fait, c'est marqué dans la suite du verset. Et quand le verset, parce que là-bas, le verset, il dit, il va trouver de quoi le libérer. Geoulato, ça veut dire, il va trouver de quoi le libérer. Ouais, ou bien, donc ça veut dire de quoi le libérer. On voit que dans le contexte du chant qu'on a reçu en héritage, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire voilà que même les proches, on va dire d'abord que tu peux pas le libérer à moitié, mais ça veut dire aussi que les proches ils peuvent aussi le libérer, puisque dans le contexte, on voit que c'est ça les lois de la libération d'un chant. Donc l'idée c'est pas qu'on a exercé ça, mais quand on va retrouver le même mot dans les villes entourées de murailles, on va dire, ah, sûrement, ça veut dire la même traduction, puisque le mot, il est en trop et il est flou. Puisqu'il dit, Geoulato, ça veut dire, il a trouvé de quoi le libérer. Qu'est-ce que ça veut dire de quoi le libérer? Tu vois, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que la Torah veut nous dire avec ça? Donc, Tosfot, il dit, ça veut dire, la Gemara l'interprète en disant, de quoi le libérer? Ah, on a trouvé ce mot, de quoi le libérer, exactement ailleurs dans la Torah, dans une autre paracha qui ressemble. Là-bas, le mot, il veut dire de quoi le libérer, ça veut dire que les proches, ils peuvent le libérer. Ça veut dire aussi qu'on ne peut pas le libérer à moitié, il faut vraiment payer toute la somme. Donc, sûrement, dans les villes entourées de murailles, ça veut dire la même chose. Mais c'est pas une Xerashava, tu vois, c'est que c'est ce qu'il appelle Gilou Milita, c'est essaye de traduire un mot, tu vois, je traduirais comme, on pourrait dire comme ça veut dire, on essaie de comprendre c'est quoi la définition du mot Geoulato, qui est en général, en fait, flou et qu'on comprend pas vraiment ce qu'il veut dire en tous les cas, dans le cas des villes entourées de murailles. Et donc, comme c'est pas une Xerashava, c'est comment traduire le mot, en fait, on comprendrait que la Gemara, elle donnerait, si tu veux, une sorte de dimension variable à cette traduction. Ça veut dire, en fait, par exemple, en ce qui concerne l'idée que de quoi le libérer dans un champ entouré, dans un champ qu'on a reçu en héritage, ça veut dire que tu ne peux pas emprunter pour libérer. On va dire, voilà, écoute, tu ne peux pas libérer à moitié. Donc, on dira, ah, ça, ok, je vais l'appliquer à une maison qui a été vendue dans une ville. Parce que c'est logique de penser que l'acheteur, il peut pas forcer l'acheteur à rendre la moitié de la maison ou de dire ou que l'acheteur, on peut pas forcer l'acheteur de revendre la maison si l'autre, il a simplement fait qu'emprunter de l'argent, tu vois, parce que ça serait trop compliqué, tu vois. Donc, c'est logique, si tu veux, d'appliquer cette traduction dans la ville entourée de murailles. Mais si tu veux, l'autre détail qui s'applique dans le cadre d'un champ qu'on a reçu en héritage, qui est de dire que la famille, elle peut le libérer.
comme si tu veux, là, c'est pas logique de l'appliquer à une maison qui a été vendue dans une ville entourée de murailles, donc je vais pas l'appliquer. Tu vois, c'est ça ce que tu as fait, tu veux dire. Tu vois, tu vois ce que l'idée, c'est comme ça, c'est que, pour reprendre encore l'histoire, c'est que quand la Gemara dit Geulato, Geulato, Gamar, ça veut dire que c'est pas, on est obligé de dire que c'est pas une Gzera Shava, parce que si c'était une Gzera Shava qu'on a reçue de son Rav, donc normalement, parce qu'on retrouve une terminologie ici et une terminologie là, et on a une tradition comme quoi les lois d'un endroit, on doit les appliquer à l'autre. Si c'était comme ça, on ne pourrait pas faire du shopping, tu vois. C'est toutes les lois qui sont dans un encart, on l'applique à l'autre, et vice-versa. Et on ne peut pas faire une distinction, on ne peut pas dire ça j'applique pas, si on n'a pas vraiment de preuves explicites, tu vois. Mais donc, comment comprendre que la Gemara chez nous, elle se demande, est-ce que le mot Geulato, on va l'appliquer que pour le fait de racheter à moitié et pas pour le fait de libérer par les proches? Donc, c'est pas compréhensible si on dit que c'est une Xera Shava. C'est pour ça que ça dit, on est obligé d'expliquer la Gemara, bien que c'est pas le sens littéral de la Gemara. Ça veut dire quand on lit la Gemara d'une manière spontanée, on a l'impression que c'est une Xera Shava, si tu veux. Mais on est obligé de dire que c'est parce que la Gemara a voulu dire à cause de cette question que si c'était une Xera Shava, on ne pourrait pas faire du shopping et diviser la Xera Shava en deux. Donc il dit dans c'est un Gilui Milta. Ça veut dire c'est la traduction du mot. C'est que la Torah, la Gemara se demande comment traduire le mot Geulato dans le cas d'une ville entourée de murailles, d'une maison dans une ville entourée de murailles. Et elle dit de quoi la libérer. Qu'est-ce que c'est de quoi la libérer? C'est un mot, tu vois, trop flou qui veut rien dire. Et donc, elle dit, comme dans le champ, ça veut dire qu'on peut pas libérer à moitié. Là aussi, ça veut dire qu'on peut pas libérer à moitié. Et elle se demande, comme dans le cas du champ, la personne elle-même, elle doit acheter le champ la famille, elle peut aussi libérer le champ. Est-ce que ça voudrait dire la même chose dans le cas de la ville? Et la Gemara dit, mais c'est ce que c'est l'idée, tu vois. C'est ce que tu vois, c'est ça, tu veux dire, c'est pas une achat. Tu vois, c'est le point principal. Je peux refaire ta sorte dans les mots, tu vois, 2 secondes. Tu vois, si on l'avait vu. Je suis moins pressé que prévu, en fait, donc vous en faites pas. Je suis pas obligé. Super, ok. J'ai pas de hard stop à tout. Non, c'est bien. Alors, tu vas dire, alors viens faire Geulato. Donc, dans Geulato Gamar. Donc, quand la Gemara, déjà, elle avait dit, là-bas, le mot Geulato, c'était encore pour une autre Shava de Geulato, c'était avec, je ne me rappelle même plus de quoi ça parlait, ça parle du champ, du champ d'héritage, et avec aussi, c'était aussi encore la même chose. Donc, c'est pour apprendre, est-ce qu'on faisait la Xera Shava, de savoir est-ce qu'on peut le racheter à moitié ou pas. Donc, c'est la même Xera Shava. Et donc, Tosfot, il dit en tous les cas, il dit donc Geulato, Gamar. Donc, est-ce qu'on fait la Xera Shava de libération, de quoi la libérer? Est-ce qu'on fait une Xera Shava? Donc, juste Tosfot, il dit Nire la Rabenotam. Il semble à Rabenotam, de la Xera Shava Gemorahi, que ce n'est pas une Xera Shava, je ne sais pas comment traduire le mot Xera Shava, un décret équivalent. Ça veut dire comme on a vu que c'est un des 13 attributs par lesquels on peut étudier, la Torah elle est apprise avec le Kal Vachomer et la Xera Shava, et que ça, une Xera Shava, c'est quelque chose qu'on a reçu de son Rav. C'est pas une Xera Shava. Encore une fois, pourquoi? Parce que sinon, on ne pourrait pas faire du shopping dessus. On est obligé soit de l'appliquer ou pas. Et là, Gilui Milta Be'almaou, c'est un Gilui Milta, c'est le dévoilement d'un mot. Ça veut dire on essaye d'interpréter la traduction du mot Geulato. Di Xera Shava Gmorahi, parce que si c'était véritablement une Xera Shava, ça veut dire le Xera Shava, un décret équivalent qu'on a vu qu'on reçoit de son Rav. Imken, si c'est ainsi, Maïkamar Odilma, les Kula Amrinan, les Khumra Lo Amrinan. C'est que la Gemara voulait dire ici que le mot Geulato, on l'appliquerait uniquement quand c'est un avantage pour l'acheteur, mais pas pour le vendeur, mais pas les Khumra, mais pas quand c'est un désavantage. On ne va pas revenir là-bas, mais c'est la même chose qu'ici. Il n'y aurait pas de doute de se demander sur la limite de cette Xera Shava, à Kevan avec Xera Shava, puisque c'est une Xera Shava, Ben le Kula, Ben le Khumra, Idlan le Melaf. Ça veut dire une vraie Xera Shava, on devrait l'appliquer que ce soit quelque chose de positif ou bien de négatif pour l'acheteur ou le vendeur. On doit faire la déduction d'En Xera Shava le Mersa. Donc ça, c'est le principe qui est connu dans la Gemara, dans la Torah, c'est qu'il faut retenir un Xera Shava le Mersa, ça veut dire qu'on ne fait pas une Xera Shava à moitié. C'est soit on le fait, soit on ne le fait pas. Et surtout, pourquoi je vous ai fait ça, c'est pour la suite, cette partie-là, les dernières lignes qui vont entrer à notre Gemara à nous. Et ainsi on a une preuve, les kamé, plus loin, Gabé au sujet de Baté Arechoma, les maisons dans les villes entourées de murailles, Kahamar, où là-bas la Gemara dit Echad égalé, là où ça a été dévoilé, c'est dévoilé, Vechad délo galé,
Logalé. Et quand on l'a dévoilé, on l'a pas dévoilé. Grosso modo, en ce qui concerne les proches, est-ce qu'on va accepter que ça soit libéré par les proches ou pas? Ve'ixera shavahi. Et si c'était vraiment exera shava, filo echad logalé, même si c'était pas explicite, on va dire nami, on devrait dire que, par exemple, que la loi elle s'applique en disant que c'est libéré par les proches ou pas libéré par les proches. C'est libéré par les proches, comme un chant, tu vois que c'est libéré par les proches. Mais grosso modo, tu vois, ça veut dire, encore une fois, ça veut dire, ce qu'il faut retenir, c'est que cette histoire de Geulato, ça veut dire, quand la Gemara dit on fait Geulato, toutes les questions qui sont demandées sur l'exercice de Geulato avec les villes entourées de murailles versus, tu vois, le champ, en fait, c'est pas une vraie Xerashava. Si c'était une vraie Xerashava, il n'y aurait pas de question. On appliquerait toutes les lois qui sont dans les champs, on les appliquerait aux villes entourées de murailles et vice-versa. Et donc, il est obligé de dire que toute la Gemara ici, c'est pas vraiment, elle se demande pas, tu vois, c'est pas une Xerashava, c'est un Gilou Milita, c'est comment traduire le mot Geulato. Et c'est pour ça que la Gemara, en fait, elle a un doute à savoir est-ce que ça peut être libéré par les proches ou pas. Et Rav Sheshet, il dit non, c'est pas libéré par les proches. Et la logique, elle est simple, c'est parce que, comme je vous ai dit, un champ, comme c'était un héritage pour toute la famille, il est redistribué au Yovel, donc les frères, ils sont concernés par le fait que le champ, il a été vendu, donc eux, ils ont un droit de le racheter, alors qu'une maison dans une ville entourée de murailles, où le vendeur, il a qu'un an pour la racheter, et que c'est pas un truc qu'on a reçu en héritage, les frères, normalement, logiquement, ils n'auraient aucun rapport avec cette transaction. Donc, c'est normal qu'on ne puisse pas forcer le vendeur à revendre la maison à un proche. C'est bon, c'est clair? Et c'est ça la conversation. Je vais faire Rachid, 2 secondes. Donc, ok, donc, 2 secondes maintenant. 2 secondes, je ne sais pas si c'est des Rachid, mais je ne m'en rappelle plus. 2 secondes. Ouais, en fait, c'est le Rachid Odilma. Je ne sais pas si vous l'avez. Je ne sais pas je sais pas comment le décrire. Où est-ce qu'il est? Ça cligne sous le dernier verset. Ok, ça dépend en fait. Ouais, ça dépend. Ok, c'est chez toi, chez moi c'est pas comme ça, mais c'est pas grave. Ok, si oui, c'est comme ça, c'est tant mieux. C'est quand il y a parce que moi, le dernier verset, il est en dessous, hein, quoi. Alors, en tout cas, il y a un rachid qui commence au Dilma, qui active. C'est à peu près au même niveau que la Gemara, en fait. Là où est-ce que la Uba, Amine, Merav, Shechet, Avuna, là où on a commencé la Gemara, c'est 2 ou 3 lignes en dessous. Voilà, par rapport à ça. Ouais. Voilà, en tout cas, donc, enfin, c'est un seul rachid. Donc, rachid dit Odilma. Donc, la Gemara, elle se demandait à savoir est-ce que une maison dans une ville entourée de murailles, elle peut être achetée par les proches. Alors, la Gemara dit Odilma, ou bien Kiketiv, quand il est marqué le mot Geulato, donc de quoi le racheter. Bessadé Achouza, en ce qui concerne le champ qu'on a reçu en héritage, les Maët, Khatsaïn ou Dictiv. Donc, c'est surtout pour exclure Khatsaïn, qu'on ne peut pas le racheter à moitié. Ça, on avait déjà vu cette halakha, que quelqu'un qui vend un champ qu'il a reçu en héritage, il peut le racheter, mais il ne peut pas le racheter à moitié. Et c'est ça ce qu'on apprendrait du mot Geulato. Chez Nehemar, puisque le verset dit Umatsa kede Geulato, il va trouver de quoi le libérer. Donc, de quoi le libérer, on a l'impression kede kulo, ça veut dire, parce qu'il y a marqué kede, de quoi le libérer. Donc, kede, on a l'impression, ça veut dire de quoi le libérer entièrement. Kede kulo, de quoi le libérer complètement. Velo kede chatzio, et pas de quoi libérer uniquement la moitié. Donc, Ilkar, c'est pour cela, qui chazar katav verashava. Donc, lui, Rashi, il semble dire que c'est une véritable Xerashava, contrairement à ce que Rabbeinu Tam il a dit. Donc, il dit, il garde, c'est pour cela qu'il Chazar Katav Xerashava, quand par la suite, on a fait une Xerashava. T'imagines, parce qu'on n'a pas écrit une Xerashava. Donc, mais ça voudrait dire, en fait, quand on fait la Xerashava, les Migmar, pour faire une déduction, Ahada Milta, c'est uniquement sur une loi, ou directive que c'est marqué, Velo les Migmar Geulat Krovim, et pas pour en déduire en fait la libération par les proches, les gabé geulato ktiv, parce que c'est pas en fait écrit à côté du mot geulato. Alors je vais essayer d'expliquer qu'est-ce que Rashi veut dire. Ça veut dire, tu vois, Rashi, donc il donne une explication alternative à Tosfot. Ça veut dire, encore une fois, la question est de dire, si on a une Xerashava, normalement, on doit l'appliquer complètement. On ne peut pas faire du shopping, ça j'applique pas. Donc, quel est le doute de la Gemara chez nous?
Tasfot, il a répondu, il a dit c'est pas une Xerashava, c'est simplement qu'on cherche la traduction du mot. D'accord. Et comme je vous ai dit, ça, c'est pas la lecture en fait spontanée qu'on aurait de la Gemara. C'est-à-dire que quand la Gemara elle dit Geulato, Geulato, Gamar, n'importe qui a l'habitude de lire la Gemara, il comprend spontanément, c'est une Xerashava. Et donc, Tasfot, il a été obligé, tu vois, ça veut dire, il a dit cette interprétation parce qu'il était un petit peu bloqué, quoi. Il savait pas comment répondre. Donc, Rachid, lui, en tous les cas, il veut, donc c'est pour ça que Rachid, lui, il veut garder la Gemara dans son sens premier, si tu veux, comment dire, je sais pas comment dire, dans le sens spontané, et dire que c'est une Xerashava. Mais alors, la question est de dire, ok, si c'est une Xerashava, alors comment on pourrait la diviser en deux? Alors, lui, il dit comme ça. Là, il faut un petit peu regarder le passouk, tu vois. Donc, ça veut dire, je pense que, tu vois, le passouk, moi, je l'ai dans la page d'avant, je pense. Je vois que je le retrouve. 2 secondes. Même pas, tu vois, 2 secondes. Ok, je pense pas qu'on l'a, il faut le chercher dans ses pareils. 2 secondes. Ouais. Donc, 2 secondes, je vais vous montrer, je vais chercher dans ces pareils et on va essayer de regarder. 2 secondes. 2 secondes. Parce que j'essaie de, voilà, 2 secondes, voilà, je vais vous montrer. J'envoie le link, enfin, je peux faire share screen comme vous voulez. J'envoie le link. Je vais share screen. J'espère que c'est bon. Voilà. Donc maintenant, je vais essayer d'augmenter, de zoomer. Je sais pas pourquoi j'ai ces petits machins là. J'ai pas réussi. Tu vois, en fait, donc, 2 secondes. Alors voilà. Donc ici, c'est le passouk, ça c'est le verset qui parle de celui qui vend son champ, d'accord? Donc le verset 25, il dit comme ça, il dit Yamuch achecha. Quand il va s'apposer, c'est bon? Ah, oui, j'espère que parce que moi je vous vois pas, hein, donc je sais pas ce qui se passe. Ouais, on voit. D'accord, donc Yamuch achecha, donc ça veut dire donc quand ton frère il va s'appauvrir, ou macha machuzato, et il va vendre de son héritage, ou va goalo à karovelav, et il va venir, ça veut dire son proche. Tu vois, goalo c'est son libérateur, mais ça voudrait dire en fait le plus proche de sa famille. Vegaal et Pimka arrive et il va libérer, ça veut dire il va racheter la vente de son frère. D'accord? Donc, on te dit, si tu veux, quand on parle de celui qui vend son champ, depuis le début, la Torah, elle te dit, voilà, si jamais quelqu'un il s'appauvrit et il vend un champ qu'il a reçu en héritage, c'est marqué Machuzato, c'est sûr que ça veut dire en fait des champs, puisqu'à l'époque, c'est ça ce qui avait été décrit en héritage. Ok, on te dit, il y a le concept, tu vois que Goalo à Karov Elav, ça veut dire son libérateur le plus proche, ça veut dire, voilà, c'est le proche de sa famille, il va libérer, et Mimka arrive la vente de son frère. Et ensuite, on te dit comme ça, on te dit, Veish qui lo goel, donc dans le verset 26, et un homme qui n'a pas de libérateur. Ça veut dire, je ne sais pas, ils sont tous pochés dans sa famille, de Shalom, et donc il n'y a personne, tu vois, personne intéressé à l'aider, j'en sais rien. Donc ça veut dire que personne ne vient racheter son champ. Alors, Siga Yado, et donc il va s'enrichir. Siga Yado, ça veut dire sa main, elle va parvenir, donc c'est-à-dire, mais il va s'enrichir. Umatsa Kede Geulato, il va trouver Kede Geulato de quoi racheter son champ, tu vois. D'accord? Après, on te dit qu'il calculera les années, blablabla. C'est pas la peine de rentrer dans le verset 27, que c'est simplement pour expliquer comment, voilà, on rachète le champ. Mais en réalité, donc, ok, Rachid te dit comme ça, il dit, en fait, le mot Geulato, tu vois, qui nous intéresse, avant ça, on nous dit, il s'est enrichi et il a trouvé de quoi le racheter. Donc, parce que Kede Geulato, c'est de quoi le racheter. Le mot Kede, de quoi le racheter, il est en trop. Donc, en fait, il nous dit qu'il peut le racheter entièrement, mais pas à moitié. D'accord? Et donc, ça, il dit, ok, ça, cette halakha, elle est vraiment proche, si tu veux, tu vois, géographiquement dans le pasouk, du mot Geulato. Ça veut dire, le mot Geulato, il est juxtaposé à un type qui s'enrichit
tu vois qui arrive, tu vois, ça veut dire voilà, donc et qui arrive à racheter ça veut dire son champ en entier, tu vois. Par contre, tu vois, dans le verset d'avant, quand on nous parle, tu vois, des frères qui vont racheter le champ, si tu veux, c'est un autre pasouk. Tu vois, c'est quelque chose, tu vois, c'est un pasouk dans 25, et le mot Geulato, là-bas, il n'est pas mentionné, tu vois. Donc, si tu veux, c'est ça ce que Rachid veut dire. Rachid veut dire comme ça. Il veut dire, en fait, toujours, je pourrais te dire, c'est une Xerashava. Lui pense, contrairement à Tosfot, que c'est une vraie Xerashava. Mais la question est de dire, OK, si c'est une Xerashava, donc toutes les lois qui sont dans le champ qu'on a reçu en héritage, on devrait les appliquer directement à la ville, à la maison que dans une ville entourée de murailles, puisqu'il y a le même mot Geulato. Tu vois, Tosfot, il dit non. Il dit pourquoi la Gemara a un doute? C'est parce que le mot Geulato, il est pas dans le même verset, si tu veux, que la libération des frères. Donc, il dit en fait, en fait, si tu veux, tu vois, dans la Torah, c'est comme si c'est divisé comme deux options, tu vois. C'est soit il y a quelqu'un dans sa famille qui va racheter le champ, soit le type il s'enrichit et il va pouvoir racheter la totalité de son champ. Et c'est là où la Torah met le mot Geulato. Donc, Rachid dit, c'est pour ça que la Gemara, elle avait compris que c'est sûr qu'en ce qui concerne le fait de racheter la totalité du champ, ça, c'est sûr que le mot Geulato, on doit l'appliquer, si on fait la Xerashava, comme on a la Xerashava, donc on va l'appliquer aux villes entourées à quelqu'un qui vend sa maison dans une ville entourée de murailles, en nous disant, voilà, à quelqu'un qui a vendu sa maison dans une ville entourée de murailles, il ne peut pas la racheter à moitié. Parce que le mot Kede Geulato, il est juxtaposé à Umatsa Vesi Gayado, Matsa Kede Geulato, il a de quoi racheter toute la maison, etc. Donc tout le champ. Donc on va dire, comme il y a le mot Geulato dans la maison, on l'applique aussi à la maison. Mais donc cette loi, elle ne fait pas de doute, tu vois. C'est pour ça que la Gemara dit, c'est sûr que quelqu'un, il ne peut pas racheter sa maison à moitié, comme il ne peut pas racheter un champ à moitié, à cause de Geulato, de la Xerashava. Mais l'autre option qui est de se faire racheter par les frères, qu'il y aurait un droit pour les proches de racheter la maison, ça, comme c'est pas marqué, le mot Geulato, il n'est pas marqué dessus, et c'est marqué dans un autre pasouk. Donc c'est pour ça que la Gemara, elle se demande, est-ce que cette Xerashava, elle va s'appliquer aussi à ça, tu vois? Et c'est pour ça que la Gemara conclut que non, qu'en fait la Xerashava, elle s'applique que sur l'idée de racheter le champ dans son entité entière. Donc aussi quand on va racheter la maison, on doit racheter toute la maison, et pas sur la première halakha qui est en fait sur la libération par la famille, parce que dans la Torah, en fait, si tu regardes, c'est une autre option, où le mot Geoula, toi, n'est pas marqué, tu vois. Donc voilà, donc ça, tu vois, c'est ce que Rachid vient de dire. Si on va refaire Rachid dans les mots, mais c'est ça ce qu'il veut dire. Ça veut dire, la question, tu vois, la question sous-entendue de Rachid, c'est de dire, encore une fois, comment on peut faire une Xerashava à moitié? On a le principe en Xerashava à l'Emersa. Ça, c'est la question que Tosfot avait demandé à la page précédente. Et c'est sous-entendu, a priori, c'est ça ce que Rachid a comme problème. C'est normalement, si tu as une Xerashava, tu fais la Xerashava complètement. Et donc, les lois que tu as dans un cas, tu les appliques entièrement dans le deuxième cas. Donc, si tu dis que quand il y a une Xerashava entre le champ qu'on a reçu en héritage et une maison qu'on a, et une maison dans une ville entourée de murailles, au point où tu dis que tu ne peux pas la racheter à moitié, on dit de la même manière qu'un champ, je ne peux pas le racheter à moitié, donc je ne peux pas racheter une maison aussi à moitié. Donc normalement, automatiquement, je devrais dire de la même manière que dans un champ, la famille, elle peut le racheter, dans une maison aussi, la famille, elle peut le racheter, parce que c'est ça la Xerashava, on ne fait pas une Xerashava à moitié. Or, la Gemara, ici, elle se pose la question, comment elle se pose la question? Tu vois, Tosfot, il répond, c'est pas une Xerashava, c'est un Gilui Milzak. C'est simplement comment traduire le mot Geulato, mais c'est pas qu'on avait une traduction de faire une Xerashava de l'un à l'autre. Et c'est pour ça qu'en fait, on peut faire du shopping entre cette halakha versus une autre halakha. Ça, c'est ce que la Tosfot qu'on a vu. Rashi, lui, il veut dire non, c'est une Xerashava, puisque la terminologie de la Gemara, elle semble indiquer ça, c'est la lecture spontanée de la Gemara. Et donc, qu'est-ce que tu vois donc comment ça se fait que la Gemara a un doute? Est-ce qu'on l'applique à la libération des proches? C'est parce que Rashi veut dire que parce que dans le verset, on voit que le mot Geulato, il s'applique pas à la libération des proches. Dans le verset, c'est deux options. Il y a soit le proche il libère, soit le type il s'enrichit et il libère. Et le mot Geulato, il est marqué sur celui qui s'enrichit et qui peut racheter le champ. Donc, c'est pour ça que la Gemara, elle se demandait est-ce que cette Xerashava, on va l'appliquer aussi à la libération par les proches. Tu vois, c'est clair? Yeah. Je refais dans les mots, tu vois, je refais dans les mots. Alors, ok, donc dans les mots, c'est Odilma, ou bien peut-être, Kiketif, quand c'est marqué Geulato. Donc, tu vois le mot Geulato, qui veut dire de quoi le libérer. Bisde Arhuza, dans le champ qu'on a reçu en héritage. Les Maet Khatsaïn ou directif. C'est uniquement pour exclure le fait qu'on puisse le racheter à moitié. Tu vois, les Maet Khatsaïn, pour dire que Kede Geulato, c'est de quoi racheter qu'on a vu tout son champ, parce que le mot Kede Geulato, il est en trop. Donc, les Maet Khatsaïn, c'est pour exclure le fait qu'on puisse racheter le champ à moitié ou directif. C'est uniquement pour ça que c'est marqué. Chez Nehemar, parce que le verset dit Umatsa Kede Geulato,
et il va trouver de quoi Kédé, encore une fois, c'est le mot Kédé qui est entre eux, Geulato, de quoi le racheter. Kédé Kulo, ça veut dire pour pouvoir acheter tout le champ dans son entité, dans son entièreté, tu vois, Kédé Kulo, comme tout le champ. Vélo Kédé Chetzio, mais pas de quoi racheter que la moitié. Donc il dit Rachid dit Ilkar, c'est pour cela, Ilkar donc, qui Chazar Katav Gzerashava, c'est-à-dire quand on revient et qu'il a été écrit une Gzerashava, c'est-à-dire que le mot Geulato, on le retrouve dans les villes entourées de murailles. C'est ça ce qui veut dire que c'est écrit dans la Gzerashava. Les Migmar, ça serait simplement pour nous faire déduire à Chada Milta, une seule chose, ou uniquement. Chada Milta, c'est un seul enseignement directif, qui est marqué, c'est-à-dire cet enseignement qui est marqué, qui est Kédé Geulato, pour dire qu'on ne peut pas racheter le champ à moitié. De la même manière, je ne peux pas racheter une maison à moitié. Vélo les Migmar Geulat Krovim. Mais on ne peut pas en déduire le fait qu'il y aurait un droit pour les proches de racheter la maison de la même manière qu'ils peuvent racheter le champ. Pourquoi? Des laves les gabé Geulato activés. Parce que c'est pas à côté, lave les gabés, c'est pas au sujet d'eux ou à côté d'eux. Geulato, du mot Geulato, activé, qu'ils ont été mentionnés. Donc le fait que les proches ils peuvent racheter le champ. Et donc même si c'est une Xerashava, je ne vais pas appliquer cette loi-là qui est dans un autre pasouk dans la Xerashava. Ok, c'est ce que Rachid dit. Enfin, tu vois, honnêtement, tu vois, je sais pas, a priori, tu vois, ce qu'il dit Tosfot, ça pas. Tu vois, les deux réponses, elles ont un point faible, quoi. La réponse de Tosfot, elle a un point faible parce que, comme la Gemara, elle a dit Geulato, Gamar, et dans le jargon de la Gemara, toujours, ça indique une Xerashava, donc c'est difficile de dire que c'est pas une Xerashava. Mais donc voilà, le point faible dans Rachid, c'est aussi que, ok, tu vois, ce que Rachid dit, tu vois, ça veut dire, ok, c'est très joli, mais dans les lois de la Xerashava, normalement, tu vois, on applique les lois d'un cas à un autre, tu vois, ok, c'est pas dans le même pasouk. En fait, c'est pas, tu vois, c'est pas un argument, c'est aussi un grand chidouche, ce que veut dire Rachid. Je veux dire, tu vois, normalement, si tu regardes tous les autres cas où on a fait des Xerashava, on a dit, ah voilà, comme il y a ce cas-là, il y a ce cas-là, il y a cette halakha, on a Xerashava, on applique tout le package là, on l'applique là, tu vois. Donc, quand Rachid essaye de, tu vois, ça veut dire, voilà, il dit un chidouche, tu vois, il dit que comme c'est pas dans le même pasouk, ça ne serait pas concerné par la Xerashava, tu vois, est-ce qu'on a envie de dire Rachid, et où est-ce qu'il y aurait un autre exemple de ça dans la Gemara, tu vois? On verrait un truc pareil, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire normalement dans tous les autres cas, je suis sûr que tu vas trouver 40 000 contre-exemples où, tu vois, il y a des halachot qui sont dans différents psukim, mais quand on fait la Xerashava, on les applique quand même au deuxième cas, tu vois. Bref, tu vois, mais en tout cas, voilà, c'est parce qu'ils sont obligés de répondre à la Gemara. La question, encore une fois, qu'il y a, c'est, qu'il faut ce que vous vous rappelez, c'est En Xerashava les Mersa, ça veut dire on ne fait pas une Xerashava à moitié. Et c'est pour ça que cette Gemara, elle est difficile en soi, tu vois. Elle nécessite, tu vois, ces réponses, tu vois. Voilà, ok. Donc maintenant, ok, j'avance dans la Gemara. Donc, ok, donc Rav Shechet, il a dit, donc dans la Gemara, ouais, vous voyez où est-ce qu'on est, j'espère. On est, tu vois, donc il lui a répondu, et non égal. Donc Rav Shechet, il avait répondu, on ne peut pas libérer, il n'y aurait pas de possibilité dans une ville entourée de murailles que les proches ils puissent libérer la maison. D'accord? Contrairement au chat. Alors, Itivé, qui lui a objecté. Donc, Bechol, donc on dit Braïta. Donc, Bechol Geulato, Titenu. Donc, c'est où c'est passé au cas de Bechol Geulato, Titenu? Ah, même plus de secondes. Tu vois, ça veut dire en fait le pasouk qui dit pas ça. Je sais pas si vous avez le pasouk ou pas. C'est le pasouk juste avant. Ça veut dire, je peux le mettre sur Sephariah, je peux le mettre en screen. C'est le pasouk juste avant. Tu vois, en fait, je vais le remettre en share screen 2 secondes pour que je fasse share screen. Tu vois, ça veut dire, voilà. Donc, ça veut dire, après qu'on nous a parlé, ça veut dire, tu vois, au début, la Gemara, elle avait dit, je pense, tu vois, ça veut dire, la Gemara, elle te parle des lois du Yovel, tu vois. Et donc, elle dit qu'au Yovel, avant ça, la Gemara, elle a dit qu'au Yovel, toutes les terres, elles reviennent à ceux qui étaient les héritiers. Et après ça, on te dit, et à la fin des lois du Yovel, donc le passage juste avant, celui qui parle de celui qui vend son champ et que les proches ils peuvent le libérer, tu vois, c'est le passage qu'on vient de faire, 25. Le passage juste avant, il dit simplement un truc très générique, que donc, a priori, il vient nous apprendre quelque chose et on ne sait pas c'est quoi. Donc, qu'est-ce que c'est ce passage? C'est dit, Uvekol Eretz Achuzatrem, ça veut dire dans toute la terre de votre héritage, Geoula, une libération ou un rachat, Titenu la Haaretz, vous donnerez à la terre. Donc c'est un passage vraiment, tu vois, très énigmatique. Moi, je ne sais pas ce qu'il veut dire. Et donc évidemment,
la Gemara elle va essayer d'apprendre des choses. Tu vois, la Braïta ici, elle va apprendre des halachot de ce pasuk qui a priori ne nous apprend rien. Si on le prend comme ça, c'est un truc, tu vois, très général, comme un discours de Macron. Tu vois, voilà, dans toute la terre, vous laisserez une libération pour la terre. Tu vois, c'est un truc complètement, tu vois, voilà, tu vois, qui veut rien dire, quoi, politicien. Donc, la Gemara dit qu'est-ce qu'il a voulu nous dire le pasuk de la Torah, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ces pasuks. Donc la Gemara elle dit donc dans la Braïta elle dit quoi? Elle dit ok une seconde blablabla. Ok, vite Bechol Geoula titenu. Tu vois, donc le pasuk il dit pas vraiment comme ça, il dit pas Bechol Geoula, il est marqué simplement Bechol Eretz Achuzatrem Geoula titenu Laaretz. Ça veut dire en tout cas la Braïta pour une raison pour une autre, tu vois, elle coupe, tu vois, elle enlève le mot Eretz Achuzatrem et elle prend la dracha du premier mot, du troisième mot et du quatrième mot du pasuk. Bechol Geoula titenu. Donc l'idée c'est de dire qu'est-ce que ce pasuk qui vient nous apprendre. Donc les rabot batim, ça vient rajouter les maisons, ve'eved ivri, ça veut dire et les esclaves juifs. Et donc qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça veut dire qu'en fait que grosso modo, la Gemara elle comprend que cette braïta vient nous dire comme ça que le verset 24, je pense que vous l'avez encore, voilà, tu vois le verset 24 qui dit dans toute la terre de votre héritage, vous donnerez une libération à la terre. Et après ça, on nous parle, tu vois, du type qui vend son champ, qui est libéré par la famille. Donc, la Gemara, elle veut dire, la Braïta, elle a compris que ça vient exclure les autres cas, ça vient inclure, pardon, les autres cas, et nous dire que même dans quelqu'un qui vend une maison ou un esclave juif aussi, en fait, les proches, ils auraient une mitzvah de le libérer, ils auraient un droit de le libérer contre le gré de l'acheteur. Tu vois, c'est ça ce que ça veut dire. Donc dans les mots, tu vois, ça serait ça. Donc ça serait une preuve, tu vois, une preuve comme quoi quelqu'un qui vend donc une maison dans une ville entourée de murailles, en fait, ils peuvent être libérés par les proches puisque en fait, on a vu ce pasuk 24 qui a l'air très inclusif et qui vient rajouter des cas qui ne sont pas marqués. Et la Braïta même elle le dit, en fait, ça vient rajouter celui qui vend une maison ou celui qui vend un esclave que a priori ça peut être libéré par les proches. Donc, a priori, ça semblerait indiquer que quelqu'un qui vend une maison dans une ville entourée de murailles, ça peut être libéré par les proches, contrairement à ce que Rav Shechet il avait dit. Tu vois, donc, dans les mots, je refais encore une fois dans les mots. Donc, itivé, donc on a objecté. Bechol geula titenu. Dans tout, vous donnerez une libération. Donc, on enlève le mot Eretz Achuzatrem pour nous dire que le passage qui vient inclure des cas qui n'étaient pas marqués. Et c'est quoi ces cas? C'est les rabot batim, c'est pour ajouter les maisons, Veved Ivri, et un esclave juif. Et a priori, c'est lié au pasuk d'après qui dit que les proches peuvent le libérer. Donc, la Gemara dit Maïlav Bate Arechoma, n'est-ce pas? Donc, ça vient nous dire que ça vient inclure une maison dans les villes entourées de murailles, pour nous dire que quand l'acheteur, donc on a vu, il a 1 an pour la racheter, le vendeur, il a 1 an pour la racheter, ça voudrait dire que même la famille, elles peuvent le racheter pour lui. Non, la Gemara, elle va dire non, dit Lo Bate Hatserim. Ça veut dire Bate Hatserim, ça veut dire non, les maisons dont la Braïta elle parle, c'est pas les maisons qui sont dans les villes entourées de murailles qui font pas partie en réalité des héritages, mais on parle des maisons Bate Hatserim comme on a vu dans le Tassoua de la semaine dernière, c'est les maisons qui sont dans les champs et que ces maisons qui sont dans les champs, en fait, elles ont le statut des champs et donc elles peuvent être achetées aussi par les proches puisque en fait c'est des maisons qui étaient en héritage aussi familial. Alors, mais la Gemara dit, oui, mais ça parle de ces maisons-là, ça s'écrit explicitement que les maisons dans les champs, elles sont comme les champs. Donc, la Gemara dit, Bate Hatserim Behedi active. Les maisons Hatserim, tu vois, qui sont dans les Hatser, c'est-à-dire dans les champs ouverts, et donc qui ont été distribués lors du partage de la terre d'Israël, Behedi active, c'est écrit explicitement que c'est considéré comme des champs, et donc et que donc de la même manière que les proches peuvent libérer le champ, peuvent libérer aussi les maisons qui sont dans les champs. Donc, le verset dit clairement, c'est sûr, par rapport au champ de la terre, Yechachev, le pasuk qui dit clairement, c'est un pasuk, je ne sais pas où est-ce qu'il est le pasuk. Bref, tu vois, je ne sais pas où est-ce qu'il est. Je ne sais pas où est-ce qu'il est le pasuk, tu vois, mais bon, bref, c'est Yechachev, je ne sais pas pourquoi. Ou pardon, c'est pasuk 31. Je peux scroll down et je vais vous le montrer. Ça veut dire, dans le verset 31, voilà, tu vois, ça veut dire, on te dit clairement, Uvate Hatserim, donc je ne sais pas si vous l'avez, je l'ai mis devant vous, Uvate Hatserim et les maisons qui sont dans les villages, ils ont traduit,
mais ça veut dire qu'ils sont dans les villes non entourées de murailles, donc qui ont été en fait divisés lors du partage de la terre d'Israël. Donc comme les champs, Asher En Lahem Choma, donc dans les villes où il n'y a pas de murailles, ça vivre autour. Al Sede Haaretz Yerachev, ils sont considérés comme le champ de la terre. Geoula, Tielo, donc on pourra les racheter, ou va Yovel Yetse, et ils sortiront dans le Yovel. Donc ça veut dire, voilà, le verset dit clairement que les maisons qui sont dans les champs, dans des villes non entourées de murailles, ont le statut du champ lui-même, et peuvent donc être libérées comme un champ. Et donc c'est évident que la famille, elle peut les libérer, puisqu'on a déjà vu que la Torah elle a dit que un champ, il peut être libéré par la famille. Donc le verset qui dit qui était inclusif et qui vient rajouter des cas, il ne veut pas rajouter ce cas, puisque ce cas il est explicite dans la Torah. D'accord? C'est clair la question. Donc c'est pour ça. Ok. L'Agma va répondre. Elle dit Vaou les kov ochova. Ça c'est pour en fait te dire, c'est pour te dire que c'est une obligation. Ça voudrait dire a priori que ça voudrait dire que dans le cas d'une maison ou d'un champ qui aurait été reçu en héritage, en tout cas dans une maison, ça voudrait dire qu'il y aurait une obligation pour les proches de le racheter. C'est pas simplement, tu vois, que les proches, s'ils veulent, ils peuvent le racheter, mais ça veut dire que la Torah, quand ce que la Torah elle a voulu dire avec ce passouk inclusif qui est au début, qui dit vous donnerez une libération à la terre, ça veut dire en fait que si jamais un type il a vendu tu vois, un champ qu'il avait reçu en héritage ou une maison qu'il avait reçue en héritage, il y aurait une mitzvah pour les proches, tu vois, une obligation pour les proches de le racheter pour lui ou de le racheter pour eux. Puis après, j'en sais rien, mais pour qu'il reste dans la famille en tous les cas. Que ça serait une obligation, et c'est ça ce que le passouk qui vient de te dire. Tu vois. Bref, ok, donc. Et Ragma, elle va expliquer ça en disant que c'est une discussion parmi les auteurs de la Mishnah. Est-ce que c'est une obligation pour les proches ou pas? Je ne sais pas où couper, tu vois, mais je pense que. 2 secondes, 2 secondes. J'avance quand même sur ça. Après, je pense que je couperai, j'arrêterai après ça. Ok. Donc, c'est pour nous dire, tu vois, en fait, donc, c'est Aliba de Rabbi Eliezer, c'est selon de Rabbi Eliezer qui dit, 2 secondes. Ok. Aliba de Rabbi Eliezer de Tanya, puisque Rabbi Eliezer, il a dit dans ce moment-là, Venigal, Vegal et Mimka arrive. Et il va libérer la vente de son frère. Donc, ça, c'est le passouk qu'on avait vu avant. C'est le passouk 24 ou 25, j'ai oublié. Je vais pas le scroll down. Donc, il y a un auteur de la Braïta, il dit Reshut. C'est Reshut, ça veut dire c'est facultatif. Ça veut dire c'est si jamais un frère il veut libérer la vente de son frère, il peut, mais il n'a pas de mitzvah de le faire. Tu vois? Puisque le verset il dit il libérera la vente de son frère, mais c'est un Reshut, c'est pas une obligation. Ata Omer Reshut, est-ce qu'on va dire que c'est un Reshut, ça veut dire c'est facultatif? Ou bien c'est une obligation que le proche il aurait de libérer ce que son frère il a vendu. Talmud Lomar, le verset il vient d'apprendre Veish kilo yelo goel. Je ne sais pas si vous vous rappelez, donc on avait vu que celui qui a personne pour libérer son champ. Et donc c'est lui qui s'enrichit, qui le rachète. C'est le verset d'après. Donc l'Agma demande mais comment c'est possible que quelqu'un il a personne dans sa famille qui peut acheter son champ? Est-ce que ça existe un juif qu'il n'a pas quelqu'un qui peut acheter son champ, dans le sens où ça veut pas dire que tout le monde il aura des riches dans sa famille, mais ça veut dire, puisque si c'était une mitzvah, alors imagine, tu vois, quelqu'un il a vendu son champ, ses frères ils peuvent pas le racheter. Alors tu vas aller voir les oncles. Tu vois, après, si c'est pas les oncles, alors tu vas voir, je sais pas quoi, tu vois, les grands-pères, ou j'en sais rien, ça veut dire, les grands-oncles, ça veut dire, si tu suis l'ordre de l'héritage, tous les juifs, en fait, ils sont reliés en famille avec quelqu'un. Et à la fin, tu vas bien, surtout à leur époque, ça veut dire, puisque tu vois, il n'y avait pas eu de pogrom ni rien, donc en fait, finalement, tu vois, ça veut dire, tu vas retrouver quelqu'un qui a de l'argent dans l'histoire, tu vois, ça veut dire, tu vas peut-être remonter 3 lignes, tu vois, des cousins, derrière petits cousins, des trucs comme ça, mais à la fin, il y en aura bien un qui aura de l'argent pour libérer son champ, tu vois, c'est ce que la Gemara demande. Est-ce que si c'est une mitzvah et qu'en fait, on va d'après surtout le lignage de l'héritage, alors, ok, peu importe jusqu'à où tu dois remonter, mais à un moment, tu vas bien trouver un type qui a de l'argent pour acheter le champ, tu vois. Donc, ce qui veut dire Rabbi Eliezer, c'est que, Rabbi Eliezer, c'est l'autre Tanakama, où on va voir, tu vois, ça veut dire, a priori, en tout cas, ce qui veut dire l'auteur de la Braïta pour l'instant, on ne sait pas encore qui c'est, lui veut dire que du fait que la Torah, elle envisage un type que personne ne veut libérer son champ, ça prouve que c'est facultatif. Parce que si c'était une obligation, on trouverait quelqu'un dans la famille. C'est impossible qu'il n'y ait personne dans la famille, qu'on remonte, et qu'on trouve personne qui a en fait de quoi acheter le champ, tu vois.
C'est ça ce qui nous donne la preuve, tu vois, parce que, encore une fois, c'est pas que les frères, ni les enfants, ni les, tu vois, s'il n'y a pas, on remonte un cran, tu vois. Donc, à la fin, on va trouver quelqu'un. Tu vois, tu vois, c'est ce qu'elle m'a dit. Donc, Véchi, donc, c'est ce que l'Agma dit, Véchi, Adam Israël. Est-ce qu'il y a un homme parmi les Juifs, Shen Logo Alim, qui aura personne pour libérer son champ? Et là, simplement, on est obligé de dire, Zé chez Yeshlo, c'est qu'on parle qu'il y a des gens qui pourraient libérer le champ et qui ont assez d'argent. Venorotse l'ikar. Mais simplement, ils ne veulent pas l'acheter. Et ça prouve que ils ont le droit de ne pas le racheter et que donc ce n'est pas une obligation pour les proches de racheter le champ qui aurait été vendu par un des frères, ou etc. C'est une possibilité que la Torah elle donne, un droit que la Torah elle donne aux frères ou aux proches de racheter le champ, mais ce n'est pas une obligation qu'ils ont de le racheter. Des vrais Rabbi Yoshua, ça c'est les paroles de Rabbi Yoshua. Tu vois, puisque sinon, voilà. Et Rabbi Eliezer Omer, donc Rabbi Eliezer, lui par contre, il discute sur Rabbi Yoshua. Il dit Omer Vegal et Mimka Achiv. Quand on lit le mot il va libérer la vente de son frère, on a l'impression que c'est une obligation, c'est une mitzvah. Vegal, il va libérer. Chova. Donc il dit c'est un sens littéral, c'est une obligation. Ça veut dire qu'on va obliger le Bedin, il va obliger quelqu'un de la famille, s'il a de l'argent, à racheter le champ de son frère pour qu'il reste dans la famille. Tu vois, je ne pense pas qu'il est obligé de le redonner gratuit à son frère, mais au moins qu'il reste dans la famille et que peu importe, tu vois, après il fasse des arrangements financiers pour le redonner à son frère. Mais ça veut dire on va l'obliger, tu vois, c'est une obligation. Ok, alors il dit d'où est-ce que tu sais que c'est une obligation? Il dit Ata Omer Chova, est-ce que tu dis que c'est une obligation ou un Noël à Réchout, ou bien est-ce que c'est simplement quelque chose de facultatif? Talmud Lomar, c'est pour ça le verset il vient d'apprendre Bechol Geoula Titenu. Tu vois, dans tout, vous, donc le verset précédent qu'on avait cité, qui est le verset qui est avant, qu'on a vu qui était un verset générique, qui avait dit dans tout vous allez donner une libération dans la terre. Donc pour lui, c'est pas souk générique qui était avant, qui inclut des choses, on ne sait pas quoi. Donc il vient d'apprendre simplement que c'est une obligation sur les proches de racheter le champ que le frère il a vendu. Akatuv Kevao Chova. Tu vois, ça veut dire la Torah, elle est venue pour mettre une obligation sur les proches de racheter le champ de leur frère. Donc, je vais simplement summarize ici où est-ce qu'on en est. Ça veut dire encore une fois, donc je répète sur ce qu'on a vu dans la Gemara. La Gemara, elle s'était demandé, donc on sait, voilà, dans l'histoire, qu'est-ce qu'on sait déjà? On sait que dans un champ, quelqu'un qui a vendu un champ qu'il a reçu en héritage, il y a deux spécificités. Premièrement, il est obligé de le racheter en entier, il ne peut pas le racheter à moitié. Et deuxièmement, les proches, ils ont aussi un droit de le racheter. La Gemara se demande si quelqu'un il a vendu une maison dans une ville entourée de murailles, est-ce que ça serait le même statut? C'est-à-dire, on sait que on apprend Geoulato, on apprend le mot Geoulato, le fait que le mot Geoulato, il est commun aux deux parachiotes. Donc, on sait qu'il y a des halachot communes, on va dire comme ça. Et donc, la Gemara dit, OK, elle accepte le fait que quelqu'un qui vend sa maison dans une ville entourée de murailles, il ne pourrait pas la racheter à moitié, du fait qu'il y a marqué le mot Geoulato, comme dans le cas du champ. Mais elle se demande est-ce que ça voudrait dire aussi que les proches, ils ont un droit de la racheter. Parce qu'on a vu celui qui vend une maison dans une ville entourée de murailles, il a un an pour la racheter, et voilà. Et après, il ne peut plus la racheter. Mais il a un an, est-ce que les proches, ils pourraient aussi la racheter? Et Rav Shechet, il va répondre non. Il dit négativement, il dit non. Et comme je vous ai dit, la logique, a priori, c'est simplement une logique normale. Ou bien parce qu'il n'y a pas de Xerashava, comme Rachid dit, ou bien simplement on va répondre normalement, de dire, voilà, ça veut dire parce que voilà, ça veut dire quelqu'un qui a un champ, on comprend que là, c'est un champ qu'il a reçu en héritage, que la famille, elle soit concernée, que ça reste dans la famille. Mais par contre, tu vois sûrement que, en plus, les autres frères, ils doivent avoir le champ juste à côté, etc. Mais alors que quelqu'un qui a une maison dans une ville entourée de murailles, que ce n'est pas un héritage, tu ne vois pas pourquoi les frères ils seraient concernés que de lui racheter sa maison, tu vois. Donc, c'est pour ça que Rav Shechet, il répond à la négative en disant non, a priori, quelqu'un qui vend une maison dans une ville entourée de murailles, il a un an pour la racheter, il ne peut pas la racheter à moitié, à la prendre de Geoulato, mais il n'y aurait pas de droit pour les proches de la racheter. D'accord. Et sur ça, la Gemara, elle va objecter en disant voilà, mais il y a un verset avant cette histoire-là, tu vois, avant, quand il parle de la libération des proches, il y a un verset juste avant qui est très générique, on ne sait pas ce qu'il vient nous dire. Il dit et dans toute la terre, dans toute la terre, vous laissez une libération pour la terre. Et donc, c'est pas ça qu'on ne sait pas de quoi ça parle. Et on ramène une braïta qui nous dit que ça parle des maisons et des esclaves. Donc, au début, la Gemara, elle a compris que ça voulait dire que, en fait, on veut nous dire que même dans les maisons, il y aurait un droit, puisque c'est pas ça qu'il est juste avant la libération par les proches. Donc, ça voudrait nous dire, tu vois, en fait, que même dans les maisons, il y aurait un droit pour les proches de libérer la maison qui a été vendue par un des proches. Donc, c'est une question sur Rav Shechet.
qui a répondu tout à l'heure à la négative. Elle répond, elle dit non, elle dit ça ne parle pas en fait des maisons qui sont dans les villes entourées de murailles, ça parle des maisons qui sont dans les champs. Mais la Gemara a dit, ok, mais si les maisons qui sont dans les champs, c'est comme des champs normaux, et la Torah, elle a dit clairement que ça avait le statut des champs, et donc on sait que les proches, ils peuvent les libérer, donc le pasteur qui ne nous apprend rien. Elle m'a dit non, la Braïta est aussi l'opinion de Rabbi Eliezer qui vient nous apprendre que non seulement les proches, ils ont le droit de libérer le champ de leur frère ou la maison qui est dans un champ qui a été vendue par leur frère, mais qu'ils ont une obligation, une chova, une mitzvah, une obligation de leur acheter. C'est ça ce que le pasteur qui vient nous indiquer, et c'est ça ce que la Braïta, elle est venue nous dire. Et après ça, la Gemara a ramené que cette mitzvah-là, est-ce que c'est une obligation ou pas? C'est l'avis de Rabbi Eliezer, mais Rabbi Yoshua, lui, il pense que c'est pas une obligation. Et bref, Rabbi Yoshua, lui, sa source, c'est parce que du fait que la Torah, elle envisage un type qui n'aurait personne pour libérer son champ, ça veut dire que c'est pas une obligation, parce que sinon, toujours il y aurait un type, on trouverait dans the line quelqu'un qui a de l'argent pour libérer le champ. C'est là où est-ce qu'on en est pour l'instant. C'est clair? Donc, on a répondu à la question de Rav Shechet. La conclusion, elle reste que dans une maison, quelqu'un qui vend une maison dans une ville entourée de murailles, il peut pas la racheter à moitié, il peut pas la racheter à moitié, mais surtout, il peut pas les proches, ils peuvent pas la racheter pour lui. D'accord? Je peux faire acheter pour lui. D'accord, ça dans la conclusion, etc. On a essayé de faire rachis sur ça. Déjà, je pense qu'il y a des rachis. Après, je vais vous laisser tranquille, je pense que c'est bon. Attends 2 secondes. Il y a rachis là? Oula. Je pense qu'il y a des rachis, je pense, hein, je me dis, il faut les faire, peut-être on va le faire vite, mais ok, voilà, donc Bechol Geoula Titenu, ça veut dire, donc ça c'est le passouk générique qui était avant, dans toute libération vous donnerez, donc ok, donc Rashi ici le verset en entier, on a vu c'est le verset 24, si mes souvenirs sont bons, Bechol Eretz Akotatrem, dans toute la terre de votre héritage, Geoula Titenu la Haaretz, vous donnerez une libération pour la terre, Krayeterahu, donc Krayeterahu, c'est un verset supplémentaire, un verset en trop, tu vois, un verset superflu, on va dire, voilà. Krayeterahu, c'est un verset qui paraît superflu. Mais l'opiresh, et il n'est pas clair, les mailles ata, il n'est pas explicite. Les mailles ata, qu'est-ce qu'il vient nous apprendre? Les mailles, pourquoi ata, il est venu? Et la Braïta a dit, c'est les rabot batim vaved ivri, c'est pour ajouter les maisons et l'esclave juif, shiyu alim nikrovim, qui soient libérés par les proches, puisque le verset juste après parle de la libération par les proches. La Gemara dit, mais on voit donc que les maisons dans les villes entourées de murailles peuvent libérer par les proches. La Gemara dit non, ça ne parle pas des maisons qui sont dans les villes entourées de murailles, ça parle des maisons qui sont dans les champs. Les maisons qui sont dans les Chatserim, on va traduire dans les champs. Donc Rachid explique, Ayarot, c'est quoi les Chatserim? Chatserim, normalement, c'est les cours. Un Chatser, c'est une cour. Donc il explique Rachid, c'est Ayarot, ce sont les villes qui ne sont pas entourées de murailles, mais Mot Yoshua depuis la période de Yoshua. Et sur ça, la Gemara dit, ok, mais ça c'est explicite que c'est considéré comme un champ puisque ça a été partagé par Yoshua à travers les familles, tout ça, donc c'est normal que c'est comme un champ. Et le verset le dit explicitement. Al-Sadeh Haaretz Yechachev. Donc là-bas, le verset il dit, les maisons de Chatserim, les maisons de ces villes non entourées de murailles, Al-Sadeh Haaretz Yechachev, ils sont considérés comme les champs de la terre. Ils sont comme des champs qu'on reçoit en héritage qui ont été divisés par la terre. Donc, le passouk ne veut pas inclure quelque chose qui est déjà marqué explicitement dans la Torah. Elle m'a répondu non, c'est pour te dire que c'est une obligation pour les proches de libérer le champ à la Krovim. Donc, Rachid explique que c'est une obligation à la Krovim sur les proches. Donc, après, on a vu que Rabbi Yoshua lui pense que ce n'est pas une obligation puisque la Torah, elle envisage un type qu'il n'y aurait personne dans sa famille pour libérer son champ. Alors, la Gemara elle dit, donc sur ça, Rabbi Yoshua dit, est-ce qu'il y a un homme parmi Israël? Mais notre chelek baaretz, donc Rachid explique, on parle avant les pogroms et tout ça, ça veut dire de ceux qui ont reçu un héritage dans la terre, chez En Logoalin, qui n'aurait pas de libérateur, qui n'aurait personne dans sa famille, misère à Yaakov, de la descendance de Yaakov, qui est tu vois que Beod, Echad, Mikol, Israël, puisque tant qu'il y aura un juif, Kayam ou Karovlo qui est vivant, ou Karovlo, c'est sûr qu'il doit être de sa famille. Tu vois, puisque tu vois, ça veut dire que finalement, tous les juifs ils remontent à une seule famille. Donc, à l'époque de Yoshua, si on remonte, tu vois, dans ceux qui ont divisé la terre en Israël, okay, à la fin, tu vas bien trouver un qui a de l'argent dans l'histoire. Et donc finalement, la Gemara dit, et là, on dit, Yesh lo Goel, on parle qu'il y a vraiment des gens, donc il y a des gens pour libérer, il y a des gens qui ont l'argent pour libérer, mais ça vient nous apprendre que ce n'est pas une obligation, c'est que, en fait, c'est facultatif, et c'est pour ça que lui, il n'a pas trouvé le libérateur. Donc, Yesh lo Goalin, ça veut dire il a des libérateurs, aval en a Goel, mais le libérateur, Rotse Likach, en a Goel Rotse Likach, le libérateur ne veut pas acheter.
Venimed Akatouv, et le verset, Limetra Akatouv, le verset vient d'apprendre, Shareshut Beyad Akarov, que c'est une facultatif, c'est une possibilité, c'est un droit, donc un droit, mais pas une obligation, Beyad Akarov, de celui qui est proche, de dire oui ou non s'il veut le racheter ou pas. Et ça, c'était l'avis donc de Rabbi Yoshua. Mais Rabbi Eliezer a dit non, c'est une obligation, et c'est ça ce que le verset il est venu nous dire avant. Vous donnerez une libération dans la terre, que c'est les proches, ils ont une obligation de libérer le champ de celui qui a de leur frère ou celui qui a vendu son champ, c'est de leur famille. Donc Chova, donc a dit une obligation, il dit va kilo yelo goel. Et donc le verset qui dit, donc maintenant Rachid demande mais qu'est-ce qu'il fait? Donc s'il dit que c'est une obligation, alors comment on peut trouver un cas de quelqu'un qui n'a pas de libérateur? Donc, la question de Rabbi Yoshua, elle revient. Va kiloye goel. Donc, qu'est-ce qu'il fait avec le verset qui dit qu'il n'y aura pas de libérateur? Darish, il interprète. Beshei efshar be'ed ha'raoui le yorsho ligael. Que c'est impossible. Il n'a pas la possibilité, celui qui devrait l'hériter, de libérer. Vana geula mutelet. Et selon Rabbi, donc Eliezer, l'obligation de libérer, elle n'est posée. Elle a la karov minakol que sur le plus proche. Mais Karov Minakol que sur le premier héritier, à la Karov Minakol que sur le premier, le plus proche de tous. C'est-à-dire que Rabbi Eliezer, il pense que même s'il y a une mitzvah de libérer le champ pour les proches, cette mitzvah elle est que sur les héritiers du premier degré. Parce que sinon, la question de Rabbi Yoshua est comment tu vas trouver quelqu'un qui n'a pas de libérateur? Tu n'as qu'à remonter, tu vas bien trouver un type qui a de l'argent. Donc comment est-ce que la Torah elle dit qu'il y a quelqu'un qui n'a pas de libérateur? Donc Rabbi Eliezer, il s'en sort en disant que, ok, c'est une obligation. Malgré que ce soit une obligation sur les proches de libérer le champ, c'est que les héritiers, Karov Minakol, il dira, j'ai le premier héritier, l'héritier le plus proche, tu vois, le plus obligé. C'est ce qu'il veut dire. Voilà, donc on a fini les rachis, ouais, un petit peu avant ça. Ouais, okay, ouais, je vous laisse tranquille. Merci, Rav. Ok, j'espère que c'est clair. C'est très longtemps. Ouais, merci. C'est bien de raconter des âneries au début. Bon, j'arrive à l'école tout. Allez, bonne semaine. Merci beaucoup, bonne semaine, Rav. Kol Tov. Shavua Tov, Kol Tov. Bye bye.